quelques instants. Alors, nous sommes maintenant en direct sur Facebook. Nous allons pouvoir commencer cette conférence. Merci d'avoir attendu. La première chose, c'est que je souhaiterais vous souhaiter à tous la bienvenue ce soir. Merci de participer à cette conférence organisée par les Jeunes Européens Strasbourg en partenariat avec l'Université de Strasbourg et notamment le service d'orientation et d'insertion professionnelle Espace Avenir, ainsi que ECOR, le campus européen. Merci aussi aux collègues qui ont aidé à préparer cette soirée. Chloé Fauchon, qui sera co-animatrice avec moi ce soir, Johanna Pop, qui nous aide d'un point de vue technique, et Théo Boucard, qui nous a aidés du côté de l'Université de Strasbourg à préparer cet événement. Sachez qu'il s'agit de la deuxième conférence sur les métiers de l'Europe que nous organisons. La première était davantage consacrée aux métiers qui sont au plus proche du citoyen. Donc, nous avons notamment échangé avec un journaliste d'Arte, avec des responsables de projets européens. Celle-ci va davantage se concentrer sur des métiers qui gravitent autour des institutions européennes, sans pour autant qu'il ne s'agisse de fonctions publiques européennes. Donc, vous aurez l'occasion, évidemment, de poser toutes les questions que vous souhaitez à nos intervenants. Vous pouvez le faire par écrit directement dans le chat. On pourra vous donner la parole aussi pour les personnes qui sont avec nous sur Zoom. Quant aux personnes qui nous suivent via le Facebook Live, n'hésitez pas à écrire vos questions. Dans la mesure du possible, on essaiera aussi de toutes les prendre. Voilà, donc vraiment, n'hésitez pas à faire en sorte que cet événement soit le plus concret, le plus utile pour vous. Évidemment, je remercie aussi nos deux intervenants du soir et je laisse la parole à Chloé pour les présenter. Oui, alors du coup, de même que Clément, tout d'abord, je voulais donc vous remercier. Donc, premièrement, les deux intervenants et ensuite, du coup, vous, participants. Alors, ce soir, on a donc deux intervenants avec nous. Donc, Jocelyn Petit, qui est donc lobbyiste dans le secteur agricole. Et ensuite, Julia Bartel, qui est traductrice-interprète et qui travaille donc en français et en allemand. Donc, ma première question, Jocelyn et Julia, est-ce que vous pourriez présenter rapidement votre parcours, on va dire, voilà, vos études? Qu'est-ce qui vous a mené finalement à exercer le métier que vous exercez aujourd'hui? On peut peut-être commencer par Julia. Ok, alors je me lance. Je me suis toujours intéressée aux langues. Donc, je suis née en fait dans le nord de l'Allemagne. J'ai grandi dans le nord de l'Allemagne, donc c'est assez éloigné de la France. Mais j'ai toujours été attirée par les langues et par les autres cultures. Donc, après mon bac, je suis allée en France. J'ai passé une année comme fille au pair à Grenoble. Après, j'ai commencé donc des études de traduction. Donc, aujourd'hui, ça s'appelle la traductologie et d'interprétation à Germersheim. Voilà. Et c'est quelque chose qui m'a plu tout de suite. C'est vraiment ce que j'attendais, voilà, d'avoir cette perspective européenne, parler des langues. Et pendant mes études, j'ai aussi eu l'occasion d'aller dans d'autres universités. Donc, j'ai passé un semestre d'études à Barcelone et un autre à l'ISIT à Paris. Voilà, donc pour mon parcours. Donc, j'ai terminé mes études en 2003. Donc, ça fait maintenant 18 ans que je travaille à mon compte comme traductrice et interprète de conférences. Merci beaucoup, Julia, et encore désolée d'avoir oublié de donner la parole au tout début. Merci, Jocelyn, du coup, si tu veux du coup enchaîner. Oui, alors du coup, ce serait mentir de dire que j'ai toujours voulu être lobbyiste dans l'agriculture. Mais non, moi j'ai commencé à m'intéresser aux questions européennes en général. Au cours de mes études, j'ai fait une licence d'histoire. Et, et en parallèle de ça, il y avait notamment les élections européennes. Et c'est à cette occasion-là que j'ai commencé à vraiment m'intéresser aux questions européennes. Et ensuite, du coup, je me suis dirigé vers un master en affaires européennes à Paris 3, la Sorbonne Nouvelle. Et j'ai enchaîné ensuite avec le master politique au Collège d'Europe à Bruges. Et donc par la suite, à la fin de mes études, j'ai voulu venir à Bruxelles. Et donc j'ai un peu mitraillé de pas mal de choses différentes.
Et les questions agricoles étaient un sujet qui m'intéressait en particulier, mais ça aurait pu être autre chose. Et voilà, le cabinet de conseil, j'ai été accepté pour faire un stage que je suis en train de terminer maintenant. Travaille notamment sur les sujets agricoles, mais pas seulement. On travaille aussi sur... c'est assez horizontal aussi sur les questions de transport, d'économie circulaire ou de pêche, par exemple. Donc, c'est très varié. Donc, je dirais que le fait d'être lobbyiste et d'être particulièrement sur certaines politiques en particulier, c'est plus parce que c'est là où il y a beaucoup d'opportunités professionnelles. Et c'est un petit peu le fruit du hasard, même s'il y avait quelques intérêts au départ. Euh, Avant qu'on passe à une autre question, peut-être, enfin, je ne suis peut-être pas la seule à pas vraiment savoir finalement, enfin, que fait concrètement un lobbyiste. Enfin, autant pour traductrice, interprète, voilà, j'avais quand même une idée plutôt concrète. Mais est-ce que, Jocelyn, peut-être tu pourrais nous éclairer sur, en gros, enfin, comment se déroule une journée type, entre guillemets, enfin, quelles sont les fonctions d'un lobbyiste? Alors moi, je pense que c'est un point qui est important à mentionner, c'est que je travaille en tant que stagiaire dans un cabinet de conseil, c'est-à-dire qu'on ne fait pas du lobbying interne à une société, à une structure qui a directement des représentants à Bruxelles, mais on a des clients pour lesquels on fournit un certain nombre de services qui peuvent aller d'une petite partie, une partie qui peut être très précise, comme de la veille ou de l'organisation d'événements, jusqu'à organiser toutes les actions de lobbying pour ce client. Et donc, en gros, il s'agit pour des structures qui sont essentiellement, dans mon cas, plutôt des entreprises ou des unions de fédérations nationales de certains secteurs. Il s'agit en gros d'aider des entreprises à essayer d'influencer un petit peu les décisions de l'Union européenne qui pourraient les concerner. Donc il s'agit à la fois de faire de la veille, de suivre ce qui se passe et de manière précise sur les sujets qui intéressent ces structures. Et il s'agit ensuite d'essayer d'organiser des stratégies pour essayer d'influencer un petit peu les décisions politiques européennes. Donc ça passe par de l'organisation d'événements, par l'écriture d'un certain nombre de documents, le fait de cibler les bons acteurs et donc aussi d'essayer de trouver quels sont les alliés potentiels, etc., les décideurs clés à contacter. Donc voilà. Merci beaucoup. Alors effectivement, avec Chloé, on a un certain nombre de questions à vous poser. Et tout d'abord, une question, je pense, qui intéresse beaucoup aussi les spectateurs ce soir, c'est celle des opportunités au niveau de vos métiers. Donc Jocelyn, tu as déjà commencé à en parler sur les opportunités qui existaient, mais quelles sont les opportunités, les personnes avec lesquelles vous travaillez, leur profil, quelles sont les portes d'entrée finalement pour accéder à vos métiers et aux métiers des personnes que vous côtoyez au quotidien. Julia, peut-être à nouveau à toi. Alors, c'est une question très vaste en fait. Alors, les opportunités de métier. Alors, moi, je travaille en tant qu'indépendante, donc en profession libérale. Donc, quand j'avais terminé mes études, j'avais aussi espéré trouver peut-être un emploi comme salarié. Il faut savoir qu'il y a très peu de postes salariés pour les interprètes et les traducteurs. Donc, il y a des fois des services de traduction ou d'interprétation dans des grandes entreprises, mais aujourd'hui, ils ont presque disparu. Donc, pratiquement tous les interprètes de conférences et les traducteurs sont des freelance. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut intégrer. Après, il faut savoir se préparer à cela. Donc, ça veut dire travailler en indépendance, ça veut dire aussi avoir sa propre entreprise. Donc, il faut savoir la gérer, il faut savoir gérer les relations avec les clients, il faut savoir gérer les relations avec les collègues, parce qu'on travaille toujours dans un réseau. Et on a toujours des collègues avec qui on s'organise, on travaille souvent à plusieurs, selon les conférences ou les séminaires. Et puis, oui, voilà. Donc, d'une certaine manière, ce que vous nous dites aussi, c'est que ce que tu nous dis, pardon, c'est qu'au niveau des compétences qu'on déploie lorsqu'on est en indépendant, c'est bien plus vaste que simplement son propre métier. Il y a la partie commerciale, finalement, la relation client, partie de comptabilité avec la fiscalité aussi. Donc, il faut, voilà, faut être préparé à tout ça. C'est lié au statut, mais c'est peut-être lié aussi tout simplement au métier, à la structure du métier tel qu'il est actuellement.
Tout à fait. Et il faut dire aussi que pendant les études, on est très peu préparé à cela. Donc, on apprend tout ce qui est technique de traduction, technique d'interprétariat, etc. Mais on est très peu préparé oui, aux réalités qui peuvent être très différentes, mais du métier, oui, effectivement. Être chef d'entreprise, tout simplement, oui. D'accord. Et donc, toi, tu es traducteur-interprète. Tu travailles à peu près avec quel type de public, pour quel type de prestation? Quelle est la répartition finalement entre interprétation et traduction? Donc, juste pour bien définir les deux, donc, la traduction, c'est toujours par écrit. Et l'interprétation, on parle aussi d'interprétariat, donc c'est la traduction orale. Donc là, il y a différents types d'interprétation. On peut avoir l'interprétation simultanée, donc on parle en même temps que l'intervenant, l'orateur. Après, il y a la consécutive, donc on restitue un texte après la personne qui a parlé. Après, il y a aussi d'autres techniques comme l'interprétation de liaison ou le chuchotage. Donc, c'est pour des petits groupes de travail où il y a un échange plus rapide. Voilà. Donc, en ce qui me concerne, la traduction représente la plus petite partie, je dirais environ 20% de mon activité, c'est la traduction, et 80%, c'est l'interprétation. Et après, au niveau des clients, eh ben, ça peut être tout type de clients. Ça peut être des entreprises. Je travaille par exemple pour des comités d'entreprises européens ou d'autres grandes entreprises. Ça peut être des collectivités. Ça peut être des institutions, des associations, des organisations. Donc, en fait, tous les acteurs qui ont besoin d'un échange, d'un contact avec la France ou l'Allemagne et qui ont besoin d'une traduction au sens large. Et donc, ça peut être aussi... Pardon ? Toi, tu travailles essentiellement à l'échelle du Rhin supérieur, donc plutôt la zone trinationale, où là, il y a un marché. Oui. Oui, là, il y a un marché, il y a une demande qui est assez forte. Donc, c'est essentiellement la France, l'Allemagne et aussi la Suisse. Donc, avant la crise sanitaire, je me déplaçais régulièrement en Suisse. J'ai des collègues qui, par le passé, ont beaucoup voyagé. Donc, j'ai travaillé en Croatie une fois. Après, de temps en temps, je vais au Luxembourg, en Belgique. Mais ça se limite sinon vraiment au pays autour de la France, on va dire. Ouais. D'accord. Je le sens peut-être sur cette question. Moi, je dirais que les stages dans le secteur privé qui travaillent autour des institutions européennes, c'est vraiment une porte d'entrée, je pense, un peu obligatoire pour les personnes qui ont envie de travailler à Bruxelles, dans le fait Bruxelles, je pense, est un environnement professionnel très compétitif, où du coup, les stages sont un peu devenus une sorte un peu l'équivalent d'une période d'essai un peu obligatoire, et du coup, il est vraiment très difficile d'obtenir un contrat plus durable, type CDD ou CDI, sans avoir aucune expérience au départ. Donc, le fait de faire un ou plusieurs stages est vraiment, je pense, presque obligatoire. Et je pense aussi donc, il y a deux types de stages. Il y a à la fois les stages institutionnels, Blue Book, stage Schumann, etc., et les stages dans le secteur privé. Je pense que les stages dans le secteur privé sont aussi très intéressants. À la fois, ça peut être ensuite un tremplin vers un stage institutionnel par la suite. Et ça peut être aussi un bon moyen justement de se former sur des politiques en particulier. Et en termes de compétences, ça peut être très formateur. Donc, voilà. Et justement, comment est-ce qu'on arrive à décrocher un stage dans le lobbyisme de manière générale? Quels sont les intitulés de poste? Parce que c'est vrai que parfois, quand on sort d'études européennes, on ne sait pas trop quoi taper dans la barre de recherche. Quel est le métier? Qu'est-ce que tu conseillerais justement aux étudiants qui sont là? Je pense qu'il faut cibler. Il y a un certain nombre de sites Internet qui regroupent la plupart des offres qui peuvent exister sur Bruxelles. Je pense notamment à Euractiv Job Sites et Eurobrussels. Après, sur LinkedIn, on peut aussi trouver d'autres choses, mais souvent, c'est des intitulés assez basiques, intern trainee. Après, il y a parfois une dominante plus communication, parfois plus organisation d'événements, parfois plus recherche ou data ou plus chargé de projet. Après, si on peut rentrer dans des considérations plus pratiques, moi je pense que c'est vraiment bien d'essayer d'avoir une approche qualitative et d'essayer justement de cibler un petit peu de manière précise, d'essayer de montrer qu'on a étudié un petit peu la structure pour laquelle on candidate. Donc moi, j'ai toujours été plutôt partisan d'une approche où j'envoie pas beaucoup de candidatures, mais j'envoie plutôt des candidatures sur lesquelles j'ai pas mal travaillé.
parce qu'on est là aussi dans un environnement très concurrentiel, où du coup, il y a souvent pas mal de candidats pour chaque offre, et du coup, être capable de se démarquer, c'est non seulement dans le contenu de son CV, mais aussi dans le contenu de sa lettre de motivation, la façon dont on a présenté les choses. Et justement, de ce côté-là, est-ce que la candidature spontanée, ça apparaît plutôt comme un modèle intéressant pour ce type de stage, ou est-ce que généralement les employeurs préfèrent que ce soit structuré dans les règles, ou est-ce qu'ils sont finalement ouverts à des profils qui pourraient se présenter spontanément? Alors moi, personnellement, j'ai jamais envoyé de candidature spontanée, mais je sais qu'il y a des personnes qui sont aussi plutôt sur ce type de choses-là. Je dirais peut-être que les candidatures spontanées, ça a plus de chances de marcher dans des structures plus importantes que dans des petites structures qui auront tendance plutôt à poster des offres directement. Donc, ça peut être une possibilité, mais je pense que là encore, une candidature spontanée, ça doit aussi faire l'objet d'une personnalisation et de montrer qu'on a vraiment essayé de potasser l'entreprise à laquelle on s'adresse. Donc, dans tous les cas, ce qui est important, c'est aussi vraiment de personnaliser la candidature, pas que sur les métiers européens, mais vraiment de montrer à l'employeur qu'on s'est intéressé à la structure. Oui, absolument. Chloé? Oui, merci beaucoup. Moi, j'aurais une question avant qu'on revienne peut-être sur les candidatures, etc. Une question en plus, on va dire, sur votre métier. Quelles sont, du coup, selon vous, les contraintes et les exigences qui sont liées à vos métiers? Puisque finalement, voilà, c'est jamais idéal, même si vous aimez beaucoup ce que vous faites. Il y a forcément certains facteurs à prendre en compte. Quelles sont, du coup, selon vous, ces exigences? Alors, peut-être commencer, pardon. Vas-y, Jocelyn, si tu veux commencer. Pour changer un petit peu. Non, je dirais peut-être que pour le lobbying, il y a parfois une dimension un petit peu logistique qui peut être un peu redondante, c'est-à-dire il s'agit d'envoyer beaucoup de mails, beaucoup de rappels. Il s'agit d'essayer de s'adresser à des acteurs qui ne répondent pas forcément du premier coup, qui ne répondent pas forcément. Donc, il faut aussi être capable de cibler les bons acteurs. Donc, il y a parfois tout un travail de recherche peut-être un peu redondant. Donc, ça, c'est un premier aspect. Je dirais peut-être un deuxième aspect qui peut être un peu difficile, c'est la difficulté parfois à quantifier le succès ou l'échec d'une stratégie de lobbying où on a du mal à voir si on a finalement réussi à obtenir quelque chose ou pas, ou c'est parfois un travail un peu sur le moyen ou le long terme. Donc, c'est difficile à faire. Après, il y a aussi une dimension très active qu'on est actuellement tous en télétravail. Donc, ça rend les choses aussi beaucoup moins sociales. On est beaucoup moins organisé. On ne peut plus organiser des événements physiques où c'est quasiment impossible tellement, où on est que en ligne. Bon, ça, c'est pas spécifique au lobbying en particulier, mais ça touche aussi l'organisation d'événements ou la prise de rendez-vous, etc., le contact qui se fait d'une manière différente. Merci beaucoup. Julia, si tu veux du coup continuer. Alors pour mon métier, c'est clairement les déplacements. Hein. Quand on est interprète, on est emmené à se déplacer très souvent aux différents lieux de réunion. Donc ça peut être en France, en Allemagne, en Suisse, voire ailleurs, comme je le disais tout à l'heure. Donc quand on dit déplacement, c'est en train. Donc il y a les retards des trains, surtout en Allemagne, après ou en voiture. Donc c'est beaucoup de kilomètres des fois à parcourir. Il y a aussi l'hôtel qui des fois se rajoute. Donc quand on a une famille, il faut s'organiser derrière. Il faut que quelqu'un prenne le relais derrière. Bon, maintenant, depuis 1 an, ça s'est quand même pratiquement arrêté. Donc tout le monde travaille maintenant en visioconférence. C'est une bonne chose pour les interprètes. Hein. Mais maintenant, on a d'autres contraintes. Et c'est notamment des contraintes techniques et liées aux équipements de traduction. Donc, quand c'est une visioconférence, ça peut être un mauvais son, ça peut être d'autres problèmes techniques. Et quand on se déplace, pareil, il faut s'adapter aux conditions sur place. Hein. Ça peut être des casques ou des micros qui ne fonctionnent pas comme il faut. Après, il faut aussi savoir s'adapter aux personnes qui parlent. On peut avoir des personnes qui parlent très vite, des personnes qui ont des accents. Donc, tout cela demande aussi une grande capacité d'adaptation. Et après, pour le côté traduction, et là, souvent, les plus grosses contraintes, c'est les délais, donc ils sont souvent très courts, et une grosse charge de travail, donc il faut faire les traductions en très peu de temps, et ouais, on a une marge de manœuvre qui est souvent assez réduite par rapport à cela.
J'ai pensé tout à l'heure pendant que tu expliquais la différence entre ta traduction et interprétariat. J'ai pensé à une question qui, je crois, du coup, s'insère bien dans la continuité de ce que tu viens d'expliquer. Est-ce que finalement un traducteur est toujours nécessairement aussi interprète? Ou, enfin, on va dire par exemple, est-ce que c'est entre guillemets une contrainte, voilà, d'avoir les deux facettes, ou est-ce qu'on peut choisir soit l'un soit l'autre? Alors, on peut choisir, donc on peut être traducteur et vraiment se limiter aux traductions techniques, juridiques. On peut être traducteur assermenté ou voire traducteur littéraire. Voilà, donc on n'est pas obligé là de faire de l'interprétariat. Par contre, quand on est interprète de conférence, on est presque obligé de faire la traduction. Ne serait-ce que pour préparer une réunion, souvent dans les documents de réunion, on nous demande de les traduire aussi, ou après, un compte rendu qu'on traduit après. Donc, je ne connais aucun interprète qui ne traduise jamais. Voilà. Merci beaucoup. Clément, du coup, si la question suivante, et après on passera du coup aux questions du public. Donc n'hésitez pas, les participants, je vois qu'il y a déjà 2 questions de poser, à poser vos questions dans le chat et on les posera ensuite, nous, aux intervenants. Absolument. Donc, peut-être d'un point de vue pratico-pratique, justement, vous-même, vous avez été dans la situation des étudiants là, qui nous suivent aussi ce soir. Est-ce que vous auriez un conseil à leur donner pour une insertion professionnelle qui soit la plus réussie possible dans le contexte difficile aussi qu'on connaît en ce moment? Si vous avez un ou plusieurs conseils à leur donner sur la manière de formuler sa candidature, la manière peut-être aussi de mener un entretien d'embauche, pourquoi pas, et puis de négocier un certain nombre de conditions. Jocelyn? Bon, j'ai déjà évoqué justement la personnalisation de la lettre de motivation en particulier. Ça, je pense que c'est un point qui est important. Après, je dirais peut-être plus en amont de l'envoi des candidatures. Je dirais je pense que c'est important de profiter de ces années d'études pour notamment profiter des opportunités associatives qui peuvent exister sur les campus, parce que je pense que c'est un moyen très intéressant à la fois d'enrichir son CV, de gagner en compétences pratiques et autres, en parallèle de ses études, et aussi un bon moyen développer, de développer un petit peu ses relations sociales et justement de rencontrer d'autres personnes. Donc notamment pour des personnes qui sont étudiants en affaires européennes, ça peut être très intéressant justement d'aller dans toutes ces associations un petit peu qui travaillent sur les questions européennes, qui font soit des blogs, soit l'organisation d'événements, etc. Je pense que ça peut être un bon point pour déjà montrer qu'on a déjà certaines compétences qui seront souvent très utiles ensuite à mettre sur son CV. Et donc, le fait aussi de profiter, par exemple, d'avoir un statut étudiant et de pouvoir faire des stages sous convention signés par son université, je pense que c'est aussi une bonne opportunité, même si ce n'est pas forcément obligatoire dans le cursus. Je pense que c'est un bon point aussi pour étoffer son CV en amont de candidature post-fin d'études. Voilà, je ne sais pas, oui, peut-être d'autres choses. Merci. Et donc, les employeurs sont sensibles à cet engagement associatif qui est presque pré-professionnalisant, parce que parfois, on a un petit peu de mal à savoir comment le vendre. On a certains employeurs qui lèvent un petit peu le nez dessus en disant, mais ça compte pas. Même parfois la même chose sur les stages. Je dirais que déjà, c'est un moyen de remplir son CV quand on n'a pas d'expérience professionnelle du tout. Donc, je pense que c'est toujours mieux d'avoir ça, justement, qu'autre chose. Après, évidemment, c'est peut-être plus pertinent d'avoir une expérience dans quelque chose qui est directement lié aux affaires européennes, par exemple, plutôt uniquement dans un BTE beaucoup moins, je sais pas, qui organisera plus des soirées ou ce genre de choses. Mais je pense que les employeurs sont assez intéressés par ce genre de choses quand même, parce que parfois certains sont aussi passés par ce genre de réseau, donc ça peut aussi leur parler un petit peu. Et puis, je pense que ça a beaucoup plus d'avantages que d'inconvénients. Maintenant, après, quand on a déjà des expériences professionnelles qui sont liées au secteur auquel qu'on cible, évidemment, c'est quelque chose à mettre davantage en avant, mais je pense que les expériences, toute expérience est bonne à prendre et peut-être intéressante à indiquer pour enrichir le CV. Merci. Julia, peut-être de ce côté-là
Avec une expérience différente sur justement se lancer peut-être en indépendant. Peut-être quelque chose aussi qui fait peur comme première expérience. Ça, c'est sûr, oui. Oui, oui, je suis d'accord avec ce qu'a dit Jocelyn, oui. Alors, il faut être curieux, hein, il faut être ouvert et s'intéresser à tout et voilà, ne pas hésiter à justement à profiter de cette période quand on est étudiant, à aller justement faire des stages, faire des expériences, tester des activités dans les associations et autres hein, pour élargir un peu son horizon. J'aimerais juste revenir sur les candidatures. J'aimerais aussi attirer l'attention sur l'interculturalité. Donc, il faut bien cibler la candidature et regarder aussi dans quel pays on est. Donc, une candidature n'est pas la même qu'on se trouve en France ou en Allemagne. Donc, ça vaut aussi pour la lettre de motivation, pour le CV et après pour l'entretien d'embauche. Donc, il y a vraiment des différences au niveau culturel en France et en Allemagne. Et il ne faut pas les oublier quand on postule de l'autre côté de la frontière. Ça, pour le coup, c'est quand même quelque chose qui est très intéressant aussi, très fort quand on postule dans les institutions européennes ou même dans un milieu qui est interculturel. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu plus d'exemples par rapport à ça, si toi-même tu as eu des expériences ou entendu parler justement de petits frottements interculturels à l'occasion de candidatures? Alors, à l'occasion de candidatures, je ne sais pas trop, je n'ai pas trop d'exemples, mais je le vois par exemple dans mon travail quotidien. Je le vois quand il y a des Français et des Allemands qui travaillent ensemble. Je vois qu'il y a une façon d'appréhender le travail, par exemple un projet qui n'est pas le même en France et en Allemagne. Donc, en Allemagne, c'est plus direct. Et ça peut des fois heurter un peu les Français qui ont des fois besoin d'un plus de temps, un peu plus de temps de préparation. Les Allemands vont droit à l'essentiel et des fois, entre guillemets, ils oublient un peu les formes, donc ça peut un peu choquer. Il y a une autre façon de communiquer aussi, par rapport aussi à la hiérarchie. Donc, en France, elle est souvent plus complexe qu'en Allemagne. En Allemagne, c'est un peu plus simple, on va dire, les structures. Et ça se reflète donc aussi au niveau du travail, au niveau des projets qu'on peut mener. D'accord. Jocelyn, peut-être dans la Eurobubble, s'il y a quelques exemples d'interculturalité que tu as pu rencontrer? Je dirais qu'il y a peut-être la question notamment de la photo sur le CV qui peut parfois, je sais qu'il y a des pays où ça se fait beaucoup, d'autres où c'est pas le cas. J'ai pas forcément eu, enfin, comme les structures sont aussi assez souvent un mélange de plein de gens de nationalités différentes, c'est toujours difficile de savoir exactement quel est le schéma sur lequel il faudrait se coller dessus. Enfin, c'est pas forcément un sujet sur lequel que je m'adapte au quotidien. Enfin, si on cible vraiment à Bruxelles, finalement, c'est assez similaire à chaque fois sur les formes, entre guillemets. Après, c'est vraiment s'adapter à chaque structure, voir sur quel sujet elle travaille, quelle est la taille de la structure, ou avec quel client potentiel, etc. Mais ça vaut le coup, en tout cas, de se renseigner sur la candidature qui est attendue, typiquement. Voilà, en France, on a encore un petit peu cette idée de la candidature en une page, en tout cas la lettre de motivation et le CV en une page. Ça, ce n'est pas une norme qui est forcément internationale. Oui. Alors, on a... Oui, pardon, je te laisse. Non, pardon. Mais alors, pour le coup, moi, je conseillerais quand même à des gens, surtout à des étudiants qui viennent de sortir d'études, de ne pas faire plus d'une page. Enfin, c'est souvent aussi indiqué de ne pas faire trop long, mais je suis assez sceptique sur les lettres de 2 pages et les CV de 2 pages quand on est juste étudiant, qu'on a fait 2 stages et 2 expériences en association. Mais, indirectement, c'est aussi ce que disait Julia par rapport à l'interculturalité, c'est se mettre à la place de l'employeur par rapport à ce qu'il attend, par rapport à sa disponibilité, d'une certaine manière aussi le temps de cerveau disponible de l'employeur. Est-ce qu'il a vraiment envie de lire une lettre de 2 pages ou pas? Et elle a intérêt dans ce cas-là à être très très intéressante, ce qui n'est pas toujours le cas. Ce que je vous propose, c'est de passer aux questions des internautes. Donc, je vais peut-être commencer avec la première. Donc, c'était une question d'Alice, alors sur laquelle on a déjà un petit peu débordé, mais je pense que ce serait intéressant qu'elle nous explique un petit peu d'où vient sa question et ce qu'elle entendait par là. Donc, les conseils à donner à des jeunes étudiants. Alice, je vous laisse la parole. Oui, donc bonjour et bonsoir à tout le monde. Je suis en première année de licence européenne d'information et de communication, donc c'est en trilingue.
majoritairement en français, ensuite dispensé en anglais, en espagnol et ma quatrième langue, du coup obligatoire au choix, donc j'ai pris le mandarin. Et en troisième année, on aura la possibilité de de se spécialiser, donc soit dans le marchand, non-marchand ou le journalisme. Je pense prendre pardon, le non-marchand pour ensuite pouvoir continuer en master dans une voie qui du coup Alors je suis désolée, je suis pas très à l'aise à l'oral, donc je stresse un peu, mais du coup un master qui s'oriente du coup plus vers les institutions européennes et les relations internationales, car je pense comme beaucoup de personnes, j'aimerais beaucoup voyager, beaucoup rencontrer de personnes qui parlent des langues différentes, qui ont leur culture différente, qui ont des manières de penser différentes, et qu'on met tout ça en commun. Bon, après, c'est peut-être un peu idéaliste et utopiste, mais le fait de mettre tout ça en commun, je pense qu'on peut beaucoup mieux se comprendre, on va dire, comprendre les problèmes actuels et du coup trouver des solutions. Et du coup, qu'est-ce que vous pensez que moi, déjà en première année, bon, du coup, j'ai entendu pour le CV, les associations, et ça, je retiens parce que je n'ai pas trop l'habitude d'aller d'aller dans des associations, mais qu'est-ce que vous pensez déjà par exemple, bon, non, ça c'est déjà, je suis désolée, mais du coup, qu'est-ce que vous pensez que je pourrais faire comme, par exemple, master, quelle université, école, tout ça, joindre après une licence d'information et communication européenne spécialisée en non-marchand, s'il vous plaît. C'est assez... Merci. Alors, je pense que la question, c'était bon. Est-ce qu'il y en a l'un ou l'autre qui souhaite se lancer en premier? Je peux me lancer. Je dirais qu'en plus des expériences associatives, qui sont aussi un moyen aussi de découvrir de nouveaux univers et de voir un peu ce qui nous plaît ou pas. Je pense qu'avoir une expérience de mobilité, je pense que c'est aussi quelque chose de vraiment important, que ce soit sous Erasmus ou d'autres types, ou le fait simplement de directement étudier dans une autre université sans être une autre université d'un autre pays sans être forcément sous Erasmus. Après, je dirais aussi que la dimension linguistique est vraiment essentielle. Donc, vraiment travailler là-dessus et faire vraiment preuve de proactivité bien au-delà des cours et du coup, de vraiment essayer de multiplier les expériences pour s'améliorer là-dessus. En anglais, évidemment, et avoir d'autres langues et un plus évident. Après, j'aurais peut-être plus de mal à indiquer des masters en particulier, mais bon, après, il faut peut-être pas non plus trop anticiper. Je pense qu'on est en première année, on a encore un petit peu de temps avant de voir quel est le master à faire. Moi, je sais que je me suis décidé qu'au cours de ma troisième année de licence, donc en première année de licence, je n'avais pas du tout comme idée de me centrer sur les affaires européennes. Donc, il peut encore se passer beaucoup de choses. Donc, c'est aussi intéressant de voir un petit peu toutes les expériences, de rencontrer un maximum de personnes pour faire ses choix par la suite. Et peut-être juste pour compléter, donc c'est sûr quand on a tellement de langues, voilà, qui font partie des études, il faut voyager, il faut se déplacer. Une langue, ça s'apprend vraiment à l'étranger. Hein. Des cours de langue sur place, c'est sympa pour s'initier, mais bon, si on veut vraiment aller plus loin, si on veut vraiment connaître la culture, donc il faut vraiment aller dans le pays. Et ce qui est important aussi, c'est un point qu'on n'a pas encore abordé, c'est le fait de se créer un réseau de connaissances, d'amis, voilà, sur lequel on peut s'appuyer aussi. Donc si on veut, pendant les études ou même plus tard, si on a besoin de conseils, si on a besoin d'orientation. Donc je trouve que c'est très important de pouvoir s'appuyer sur un réseau. Et ça se construit à tout moment et le plus tôt possible, je pense. Et c'est encore plus important quand on travaille en freelance comme moi, quand on est en fait plus ou moins seul, quand on n'a pas de véritable collègue de travail, on a besoin d'un réseau sur lequel on peut s'appuyer. D'accord, alors juste une autre petite question, très petite. Concernant les CV, est-ce que vous pensez que c'est utile de l'envoyer aussi en anglais? Parce que j'ai un bon niveau d'anglais, mon niveau d'espagnol est un peu médiocre, mais de l'envoyer en anglais en plus du français, est-ce que vous pensez que c'est bien ou on force trop? Si je peux répondre, enfin, moi je dirais qu'il faut s'adapter vraiment à l'offre, à la langue déjà de l'offre auquel on candidate. Après, si on a
pas à une offre, il faut peut-être voir un peu quelle est la langue dominante de la structure ciblée. Mais donc, après, disons que le fait de prouver ses compétences dans une langue, il y aura d'autres outils de toute façon que d'envoyer un CV dans cette langue. Ce sera par l'entretien ou juste par le fait d'avoir justement fait la lettre aussi dans la langue ciblée, etc. Ou de pouvoir montrer qu'on a eu des expériences avec cette langue, etc. Donc, je dirais que ça dépend vraiment de l'offre et de la structure. Peut-être un complément par rapport à ce que dit Jocelyn, où effectivement, elle dit que c'est important de s'adapter à la structure. Si vous faites une candidature spontanée, donc dans le cas où il n'y a pas une offre qui indique qu'il faut envoyer le CV en français et en anglais, comme c'est assez souvent le cas en français et en allemand lorsqu'on est dans le rang supérieur, dans ce cas-là, l'idéal, c'est sans doute de passer un coup de téléphone aussi. Essayer de voir, se renseigner sur le site, mais pourquoi pas passer un coup de téléphone en disant, voilà, je souhaiterais déposer une candidature spontanée. De quels éléments pensez-vous qu'il serait intéressant d'envoyer pour que ma candidature soit la plus complète possible et dans quelle langue? Julia, peut-être un complément par rapport à ça? Oui, c'était à peu près la même chose. Pour l'anglais, oui, bien se renseigner aussi quelle est la langue utilisée vraiment dans l'entreprise, à l'intérieur de l'entreprise. Si c'est effectivement l'anglais parce que c'est un groupe américain, oui, je serais d'accord. Mais sinon, comme tu viens de le dire, si c'est dans l'espace du Rhin supérieur, donc c'est le français ou l'allemand, donc c'est plutôt l'une des deux langues, je pense. Merci. Alors, on a encore des questions, Chloé? Merci beaucoup pour votre réponse à cette première question. Alors moi, je vais enchaîner avec la question donc, de Paula, qui demandait donc est-ce que dans le lobbying, c'est assez fréquent de rencontrer des problèmes de nature éthique? Je ne sais pas, Paula, si vous voulez prendre la parole pour compléter, mais la question me semble assez claire, comme vous le souhaitez. Donc je pense que cette question s'adresse principalement du coup à Jocelyn. Oui, je voulais juste détailler que parce que spécifiquement, vous avez dit que des fois vous travaillez pour des entreprises et je me demandais s'il n'y avait pas des situations où, comment dire, les objectifs de l'entreprise n'allaient pas forcément avec, entre guillemets, le bien des citoyens européens. Voilà, j'espère que c'est assez clair. Effectivement, je pense que c'est important d'être un peu en adéquation avec ce sur quoi on travaille au quotidien. Donc, je pense que notamment, c'est intéressant d'essayer de voir un petit peu en amont quand on envoie des candidatures pour voir justement si les clients potentiels ou que fait la structure au quotidien et du coup d'étudier un petit peu pour voir quelle est sa vision sur un certain nombre de sujets. Il y a un outil qui est très intéressant aussi si vous candidatez à Bruxelles pour notamment des cabinets de conseil, c'est le registre de transparence de la Commission européenne où sont inscrits toutes les structures qui rentrent en relation avec les institutions européennes. Et du coup, si vous allez notamment vous tapez le nom d'une entreprise de conseil avec laquelle vous souhaitez travailler, vous pouvez voir notamment la liste de ses clients. Donc, ça peut être intéressant de voir si elle travaille sur des sujets qui vous intéressent ou s'il y a des choses qui font un peu partie de vos bêtes noires. Donc je pense effectivement que c'est important d'être un peu en adéquation avec ce qu'on fait au quotidien. Je pense après, il ne faut pas un peu être trop exigeant au sens où je pense que c'est bien peut-être d'avoir certains secteurs sur lesquels on n'a pas envie de travailler, mais il ne s'agit pas non plus de se fermer à tout et de chercher absolument la chose que l'on veut absolument défendre. Je pense qu'il y a pas mal de sujets qui sont aussi très formateurs, qui ne sont pas forcément sur les priorités au départ, mais qui peuvent être très intéressants. Donc, je pense qu'il faut aussi faire preuve d'ouverture d'esprit. Et c'est intéressant aussi de voir la vision d'autres acteurs pour enrichir sa propre perspective. Merci beaucoup. Merci aussi à ceux qui continuent de poser des questions. N'hésitez pas, on a du temps pour échanger, ça sert à ça. Une question là pour le coup sur la candidature de la part de Thomas qui demandait sur le Facebook Live ce qui pour vous était une bonne lettre de motivation. Que ce soit que vous ayez déjà écrit la lettre de motivation parfaite ou que vous l'ayez déjà reçue. Julia, peut-être? Alors, en ce qui concerne la lettre de motivation, il y a des aspects qui concernent la forme, il y a des aspects qui concernent le contenu. Alors, pour la forme, moi, je trouve que c'est très important de trouver le nom de votre interlocuteur. Donc, adresser une lettre juste à un service
si on peut éviter ça, c'est bien. Donc, parfois, il faut appeler pour savoir qui est le responsable, à qui il faut envoyer la lettre, mais ça permet de personnaliser et de bien cibler aussi la lettre. Après, en ce qui concerne le contenu, il faut qu'elle soit assez courte et il faut qu'elle attire l'attention de l'employeur, de l'employeur potentiel. Donc, et ça, dès la première phrase, donc il faut vraiment trouver une bonne accroche. Donc, pas une phrase standard, mais il faut vraiment réfléchir à quelque chose qui attire l'attention. Et après, ce qu'il faut éviter aussi, c'est d'être trop détaillé, parce qu'après, vous avez encore le CV qui reprend donc en détail avec les dates, etc., votre parcours. Donc là, il faut aussi éviter d'être redondant. Voilà, en gros, il faut attirer l'attention de la personne à qui vous l'adressez. Il faut vous présenter brièvement, voilà, et donner envie de vous rencontrer, en fait. Merci. Donc, effectivement, pourquoi pas aussi proposer un entretien directement à la fin de la lettre. Pas être uniquement au conditionnel, mais dire qu'on souhaiterait présenter ses motivations à cette occasion-là. Jocelyn, peut-être pour la lettre de motivation idéale bis. Oui, non, je suis totalement d'accord avec ce qu'a dit Julia. Après, je dirais peut-être deux moyens de personnaliser qui peuvent être intéressants. D'abord, c'est peut-être de voir un petit peu ce qui se prépare dans le milieu européen sur les sujets sur lesquels on va être amené à travailler avec cette structure, et du coup de voir un petit peu ce qui va se passer dans les mois à venir, et du coup éventuellement de citer des textes qui vont être en discussion, ou des enjeux importants des mois à venir, pour montrer qu'on connaît déjà un petit peu ce qui va se passer et qu'on est au courant de ce qui se passe globalement. Et peut-être la deuxième chose, c'est de faire un lien entre des compétences plus ou moins précises qu'on a développées au cours d'expériences passées avec des choses que fait cette structure. Donc, par exemple, si, je ne sais pas, elle anime un forum au sein du Parlement européen en termes d'organisation d'événements, et que vous avez déjà organisé des événements pour telle ou telle structure, ou que vous avez déjà fait beaucoup de rédaction pour un blog et que vous allez être amené à je sais pas, rédiger des articles, ça peut être intéressant de montrer un petit peu du concret et justement d'essayer de s'adapter comme ça à ce que vous pensez que l'employeur cherche. Donc, voilà. Merci beaucoup. Et effectivement, je pense que le maître mot de l'aide de motivation, c'est quand même voilà, de personnaliser, que la personne qui la reçoit ne se dise pas que vous avez envoyé la même lettre à toutes les autres personnes, enfin toutes les autres entreprises dans le même secteur. On va continuer donc avec ces deux questions que je vais regrouper, puisque finalement elles se recoupent très bien, qui vous sont adressées, Julia. C'est donc Audrey qui vous demandait si vous travaillez pour la Commission européenne ou le Conseil de l'Europe. Et est-ce que dans ce cas-là, on peut être du coup peut rentrer en tant que traducteur-interprète sur concours? Et Sabrina, du coup, compléter cette question ensuite en demandant si dans le cas où on accéderait par concours, est-ce que dans ce cas, le travail serait plus stable que finalement en freelance, et quelles seraient les difficultés dans ce cas? Oui, tout à fait. Donc, alors moi, personnellement, je ne travaille pas du tout pour les institutions européennes, ni pour le Parlement, ni pour la Commission, ni pour le Conseil de l'Europe. Donc, on y entre par voie de concours, c'est vrai. Je crois que la Commission européenne a un programme développé pour les jeunes diplômés pour une durée limitée, mais sinon, c'est vraiment, il faut passer par les concours pour entrer. C'est une voie qui m'a jamais trop intéressée, en fait, parce que c'est un cadre, c'est vrai, c'est stable. Donc, on sait à l'avance à peu près combien de jours de travail on aura par an. C'est vraiment très prévisible, très planifiable. Donc, c'est vraiment la sécurité, une stabilité, comme vous dites. Après, pour moi, c'est un peu trop rigide. Il faut savoir aussi, quand on travaille pour les institutions, qu'on travaille uniquement vers sa langue maternelle. Et moi, je trouve ça dommage. Moi, ce que j'aime beaucoup dans mon travail, c'est justement le fait de changer, de travailler vers l'allemand et vers le français. Et ce que j'aime beaucoup dans mon travail aussi, c'est la grande diversité de sujets. Donc, c'est plus limité au niveau des institutions, forcément. Alors que moi, là où je travaille, je peux être confrontée à tous les sujets. Ça peut être technique, économique, environnement, la culture, etc. C'est vraiment très, très vaste. Et c'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup plus attirée. Voilà, j'espère que j'ai répondu à la question. Merci beaucoup. Alors, tu parlais rapidement d'économie, et là, on a une question très précise qui s'adresse pour le coup à Jocelyn. Donc, en tant que lobbyiste, pour faire des analyses, des prévisions et rédiger des notes, quel logiciel informatique de programmation utilisez-vous? Est-ce que toi, tu utilises
des logiciels déjà, ou sinon, est-ce que tu as connaissance de logiciels utilisés par des collègues pour faire des analyses? Je dirais que c'est vraiment très basique. Typiquement, les outils de la recherche avancée sur Google ou le pack Office. Après, je sais qu'il y a parfois des personnes qui vont être sur des analyses statistiques un peu plus développées, notamment sur le site internet d'Eurostat. Mais c'est vraiment la maîtrise des outils de bureautique de base, Word, Excel, PowerPoint. Après, c'est intéressant justement de développer ces outils-là et d'être capable de faire des présentations qui soient digestes, de bien maîtriser les potentialités d'Excel, etc., etc. Mais dans mon cas, c'est assez basique. Après, j'ai pas forcément eu vent de choses très, très complexes qui pouvaient exister par ailleurs. Après, si on est par exemple plus centré sur la communication, ça peut être intéressant de maîtriser, je sais pas, des outils plus liés au design des photos, par exemple, ou ce genre de choses. Ou évidemment les réseaux sociaux aussi. D'accord, donc finalement, on est plutôt sur de la bureautique, à moins d'être sur un métier très précis où il y a besoin de réaliser des études d'impact économique, par exemple. On est plutôt sur une excellente maîtrise des outils de la bureautique. Et peut-être en passant, c'est quelque chose qui se démontre aussi à travers la candidature. Ça arrive de se recevoir des candidatures où on a un niveau de bureautique qui est indiqué, qui est extraordinaire, et où finalement, rien n'est aligné comme il le faudrait, les tabulations partent dans tous les sens. Voilà, ça c'est peut-être un petit conseil aussi pour ceux qui nous écoutent, de soigner la mise en page, même dans leur candidature, surtout dans leur candidature. Une question pour Julia. Johanna, peut-être que je te laisse la poser directement, si ça te convient. Oui, bonsoir. Donc, en fait, ma question, c'était pour une personne qui serait parfaitement bilingue, mais n'ayant jamais fait d'études de traduction ou dans l'interprétariat, est-ce que ce serait possible pour elle de se reconvertir dans cette voie vers la traduction ou autre, ou l'interprétariat? Oui, c'est possible. Donc, ce n'est pas obligatoire de faire des études de traduction ou d'interprétariat. Il faut savoir aussi que c'est des nominations qui ne sont pas protégées, comme par exemple médecin ou voilà. Donc, tout le monde peut s'appeler interprète ou traducteur. Après, vous dites une personne parfaitement bilingue. Alors, il faut savoir qu'il ne suffit pas de maîtriser deux langues à la perfection. Il y a tout un côté culturel qui est avec. Donc, il faut connaître les mentalités, il faut avoir vécu dans les deux pays, enfin, selon les langues qu'on souhaite utiliser. Il faut être capable aussi de comprendre toutes les nuances, tout l'aspect culturel qu'une personne emmène avec soi quand elle parle, en fait. Et après, il y a quand même des petites techniques qu'on acquiert à l'école, à l'université, qui sont très utiles. Donc, on n'a pas besoin de faire des études, mais par exemple, pour la traduction simultanée, alors moi, je peux parler pour le français et l'allemand. Vous le savez peut-être aussi, en allemand, le verbe vient toujours à la fin. Donc, vous pouvez avoir des phrases à rallonge, et quand on traduit vers le français, eh ben, on attend le verbe qui ne vient pas parce que voilà, il y a encore plein de choses à rajouter. Donc, il faut apprendre à anticiper, par exemple, le verbe. Ça, c'est des techniques qu'on apprend à l'université. Donc, on peut se reconvertir, mais voilà, sous certaines conditions, oui. D'accord, merci beaucoup. De rien. Moi, du coup, je veux bien rebondir sur la question de Johanna et la réponse que vous avez apportée, que tu as apportée, Julia. On a un peu des fois l'idée, du coup, qui me semble erronée finalement, que les interprètes, traducteurs sont des personnes qui parlent plein de langues. En fait, il vaut mieux maîtriser vraiment bien correctement, comme vous le dites, deux langues et les cultures associées, on va dire, plutôt que finalement, il n'y a pas besoin de parler plein de langues pour être traducteur-interprète. Tout à fait, c'est vrai. Si on veut travailler pour les institutions européennes, c'est bien de pouvoir proposer plusieurs langues. Donc, il faut savoir qu'à ce niveau-là, l'anglais est obligatoire. Ensuite, une des grandes langues de travail, comme le français et l'allemand, plus éventuellement encore une langue plutôt rare. Donc ça fait un bon package pour les institutions. En ce qui me concerne, donc moi je travaille vraiment dans l'espace transfrontalier, l'allemand et le français me suffisent. Donc j'ai fait aussi des études d'espagnol, mais le marché est vraiment très petit, très limité, et c'était une langue passive pour moi, donc je n'ai pas poursuivi. Donc des fois, il vaut mieux approfondir deux langues actives et bien travailler avec que d'avoir plein de langues qu'on maîtrise pas tout à fait. Merci. Alors, on a encore une question d'Alice
qui s'adresse peut-être à Chloé et moi, mais je vais la poser à nous trois, pour le coup, à nous quatre. Pensez-vous que ce soit utile de mentionner dans le CV ou la lettre de motivation que nous avons assisté à ce genre de conférence en ligne, live chat sur n'importe quelle application, s'il vous plaît? Je laisse peut-être déjà nos intervenants répondre. C'est peut-être faute de mieux, oui, mais je pense que ça fait quand même pas grand-chose. Donc, je pense que c'est mieux d'avoir un investissement dans une association où on a organisé des événements que juste le fait d'assister à ce genre de conférence. Mais après, évidemment, je pense qu'assister à ce genre de conférence, faire preuve de curiosité et essayer de chercher à approfondir des sujets par soi-même, c'est essentiel. Donc, Pour rebondir sur ce que disait Jocelyn, oui, je suis d'accord totalement. Peut-être plus utiliser les éléments voilà, qu'on a développés pendant la conférence. Par exemple, imaginons qu'avant la conférence, vous aviez un avis un peu biaisé, entre guillemets, de ce qu'était le travail de lobbyiste. Parce que c'est vrai que des fois, on a un peu l'idée que les lobbyistes, c'est un peu les méchants de l'histoire voilà, qui est très politisé. Et qu'ensuite, vous allez candidater à un cabinet de conseil de lobbying, eh bien, dans ce cas, sans mentionner que vous avez participé à cette conférence, mais voilà, utiliser les arguments pour montrer finalement que vous savez bien à quoi vous êtes en train de candidater, que vous n'avez pas candidaté à lobbyiste en tirant au hasard, on va dire, ce métier dans votre liste des métiers européens. Et éventuellement, lors d'un entretien, voilà, si on vous dit, mais d'où vous connaissez le métier, ou je sais pas, imaginons dans ce cas-là, vous pouvez le mentionner, mais sinon, de prime abord, je pense que non. Ça met un peu en avant le fait que vous ne savez pas trop quoi mettre sur votre CV, je dirais. Enfin, j'ai peur que ça soit même contre-productif finalement. Julia? Oui, je suis d'accord aussi. Je pense qu'il faut que ça s'inscrive dans un cadre un peu plus large. Juste le mentionner comme ça, je ne vois pas trop l'intérêt non plus. Oui. Effectivement, j'irais dans le même sens et de manière peut-être encore plus affirmée ou plus négative. Non, ça pour le coup, pour moi, il ne faut surtout pas le mettre sur un CV. Ça n'a pas d'intérêt en soi. Ça peut être intéressant si vous participez vraiment à des webinaires internationaux où il y a besoin d'une compréhension de l'anglais, où vous avez été engagé sur la préparation ou même sur la participation. Par contre, ce type de conférence ce soir, alors je vous incite à participer à d'autres aussi, hein, forcément, mais c'est un outil, vraiment. Et ce n'est pas l'outil qu'il faut mettre en avant, c'est la compétence. Ça ne sert pas forcément à grand-chose de pointer avec quel outil vous êtes parvenu jusque-là. Pareil, il y a des séminaires qui sont consacrés à comment rédiger une bonne candidature. C'est très intéressant, c'est très utile. Pour autant, ce n'est pas quelque chose qu'il faut mettre en avant, c'est quelque chose qu'il faut savoir utiliser correctement. Donc, faites attention à ce que vous mettez sur votre CV, c'est ce qui était indiqué avant. On peut avoir l'impression que vous faites du remplissage et surtout que vous ne comprenez pas ce qui est attendu par l'employeur. L'employeur, il veut savoir ce que vous savez faire, pas comment vous l'avez appris. Une question de Justine que je laisse intervenir directement si elle le souhaite. Une question pour Jocelyn. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui. Très bien. D'ailleurs, merci de vos interventions. Oui, j'ai une question directement adressée à Jocelyn puisque ça concerne des cabinets de lobbying. Je voulais savoir, en fait, moi, j'ai terminé mes masters en droit européen. J'ai commencé mes premières expériences en cabinet d'avocat et je me suis rendu compte que ça ne me plaisait pas forcément. Et je voulais peut-être m'orienter plutôt vers des stages en cabinet de lobbying. Ma question était de savoir, je peux seulement justifier effectivement d'expérience professionnelle et universitaire en droit. Et je veux savoir, est-ce que dans votre entourage, vous considérez qu'il serait optimal pour moi de compléter ma formation universitaire avec un master en études européennes, ou bien il arrive aussi que les cabinets recrutent des personnes ayant seulement fait étant spécialisées en droit européen en fait. Je dirais que peut-être que la plupart des gens que je connais sont plutôt avec un profil études européennes qui n'était pas spécifiquement en droit européen. Maintenant, je pense que quand on connaît le droit européen, je pense qu'on a aussi connaissance un petit peu du mécanisme de prise de décision au niveau européen. Donc, je pense que c'est pas forcément contradictoire en soi. Maintenant, ça peut toujours être intéressant de compléter avec autre chose, mais je pense qu'il faut vraiment tester et voir s'il y a du répondant en envoyant des candidatures. Mais après, il y a aussi pas mal d'offres qui sont un peu à la limite, à la charnière entre les politiques publiques et le droit, donc ça peut être intéressant d'avoir un profil juridique.
D'accord, merci pour votre réponse. Et est-ce que dans les cabinets de lobbying, il y a il y a des postes, par exemple, qui sont un peu plus dédiés sur le côté juridique ou pas forcément, quoi? Ça peut arriver d'avoir des choses. Il y a certaines offres où on voit qu'il y a besoin d'avoir un background en droit, mais c'est pas forcément la plupart des choses. Maintenant, enfin, je sais pas après si c'était plutôt du droit institutionnel ou du droit de, je sais pas, la concurrence, ce genre de choses. Ça peut être un peu plus déconnecté de certaines offres, mais D'accord, merci beaucoup pour votre réponse. Merci. On a une question sur le Facebook Live. Donc, bonsoir, je suis étudiante étrangère en licence LEA. J'aimerais faire un stage dans les institutions européennes dans le domaine des langues. Par contre, je ne sais pas si cela est réservé aux étudiants européens. Alors, vous ne faites pas partie des institutions européennes, mais je vous laisse répondre. je crois qu'il y a une faible part, notamment à la commission, des candidats qui sont, enfin de personnes acceptées qui sont pas citoyennes d'un État membre de l'Union européenne. Maintenant, je pense que de manière purement statistique, c'est la catégorie où il y a le plus de candidats pour le moins de postes disponibles. Donc, c'est encore plus compétitif que pour le reste, mais ce n'est pas impossible. Alors, peut-être une réponse que je vais apporter moi-même aussi, mais j'ai travaillé en délégation de l'Union européenne, en tout cas en tant que stagiaire, et il fallait avoir la nationalité, enfin une nationalité, la citoyenneté européenne, excusez-moi, ou alors la citoyenneté du pays en question. Donc là, en l'occurrence, le Cameroun. Mais ce qui est intéressant ce soir aussi, c'est qu'on a des intervenants qui ne travaillent pas dans les institutions européennes, et il est possible de travailler ou d'être en stage dans les affaires européennes sans forcément que ce soit dans une institution. Et ça, c'est un message aussi qu'on souhaite faire passer. Il y a plein de métiers autour de l'Union européenne qui ne sont pas fonctionnaires européens à la Commission. Et comme le rappelait Jocelyn, c'est vrai que c'est de toute façon difficile, qu'on soit européen ou non, de décrocher un stage ou un emploi dans ces structures-là. Il y avait une question d'Antonin. Oui, bonsoir, merci. Je voulais vous demander, en fait, il y a tout un tas de masters qui existent en études européennes ou études européennes et franco-germaniques. Et souvent, ils proposent le même type de programme, le même type de master, le même type de débouché, avec le gros type chargé de projet européen. Et du coup, je voulais savoir qu'est-ce qui fait qu'un master soit mieux reconnu que les autres, qu'est-ce qui fait qu'un master soit mieux que les autres, est-ce que c'est en fonction, par exemple, si c'est avec Sciences Po, etc. Quels éléments il faut prendre en compte en tant qu'étudiant pour choisir le master auquel candidater, s'il vous plaît? Quelqu'un se lance sur cette question épineuse? Je dirais qu'il ne faut pas non plus être... Enfin, oui, alors quand on est étudiant, je comprends évidemment, mais je pense que dans la tête des employeurs, ce n'est pas forcément absolument déterminant de savoir quel master les candidats ont fait. Je pense qu'il y a plus cocher la case à étudier les affaires européennes, mais ce n'est pas forcément absolument central d'avoir fait Sciences Po ou le Collège d'Europe ou des choses comme ça. Après, je pense que il ne faut pas hésiter à notamment essayer de contacter des étudiants qui ont fait les masters qui semblent nous intéresser pour voir un petit peu, pour avoir leur avis directement. Ça peut être très intéressant d'aller aux portes ouvertes, ce genre de choses. Après, je dirais que peut-être que la dimension internationale est peut-être intéressante, le fait d'avoir beaucoup d'étudiants étrangers. Moi, personnellement, j'ai fait le Collège d'Europe et c'était vraiment un aspect qui était très intéressant à la fois sur le plan académique et sur le plan surtout social. C'était d'être finalement que les Français soient une minorité et que tous on soit une minorité et qu'il y ait des étudiants un peu partout. Ça, c'est très enrichissant. Peut-être parfois la proximité avec les institutions peut être intéressant. Le fait d'être à Strasbourg, le fait d'être à Paris, le fait d'être à Bruxelles ou Bruges, et de pouvoir facilement se rendre à des événements. Bon, là, dans le cadre du Covid, c'est un petit peu particulier, mais de pouvoir être proche des décideurs, de pouvoir aller à des conférences, ce genre de choses, ça peut être intéressant aussi. Mais peut-être aussi la dimension pratique. Parfois, il y a certaines formations, on va avoir des jeux de simulation, ce genre de choses, ça peut être intéressant, plutôt que d'avoir uniquement des cours très
en amphithéâtre très intellectuel. Mais... Donc, pas uniquement la marque Sciences Po, mais voir aussi comment vont se dérouler les études à l'intérieur de l'école et en dehors aussi ou de l'université. Ça peut être intéressant peut-être aussi de suivre des cours à l'étranger. Si on est dans le cadre des affaires européennes, dire qu'on a étudié les affaires européennes en Allemagne, en Espagne, avec un autre point de vue. Est-ce que ça constituerait un plus? Oui, absolument. Oui. Pardon, oui. Si je peux juste compléter, je crois que, qu'on fasse un master affaires européennes ou un autre, voilà, c'est pas le fait d'avoir fait ce master au lieu d'un autre va pas vous fermer la porte. Je pense qu'il faut aussi voir si par exemple l'un d'entre eux a une matière qui va un tout petit peu plus vous intéresser, voilà, les petites différences qui font que l'un va plus vous plaire que l'autre, et finalement plus que le master que vous faites, ce qui est important, c'est vous à l'intérieur du master, on va dire. Je dirais, par exemple, le stage que vous allez faire, est-ce que vous allez choisir plutôt telle ou telle matière, on va dire, s'il y a différents choix. Et juste un dernier point, je ne sais pas si c'est trop le cas en master d'affaires européennes, mais au niveau des masters, souvent, vous avez des parcours recherche ou pratique. Et donc, dans un cas, vous allez faire un mémoire et dans l'autre, un stage. Donc, je pense juste vérifier au moment où vous candidatez au master qu'il y a bien le parcours que vous voulez. Si vous voulez faire un stage, il faut absolument que vous ayez un master pratique, pardon. Et à l'inverse, si vous êtes plutôt intéressé par le fait de faire un mémoire, et c'est pas parce qu'on fait un mémoire que direct après on va faire un doctorat, on peut tout à fait rentrer, s'insérer dans la vie professionnelle après un mémoire, mais dans ce cas-là, voilà, peut-être faites plus attention, on va dire, juste à cette double possibilité, à celle qui vous intéresse le plus. Je pense que si je pouvais rajouter, pas de contradiction entre le fait de faire un master recherche et de faire un stage, parce que souvent quand on est en master recherche, on a plusieurs mois qui sont dédiés à la recherche, mais on a aussi parfois une période plus longue où on peut solliciter une convention de stage auprès de son université. Donc je pense que c'est vraiment important de profiter de cette occasion-là, si on le peut aussi financièrement, parce que c'est pas forcément très, très bien payé ou payé tout court, mais de faire un stage en plus. Moi, je sais que j'ai fait un master recherche, un master 2 recherche où j'ai pas fait de stage, et je pense que ça a été un point assez négatif qui a rendu plus difficile mon insertion professionnelle à Bruxelles. Merci beaucoup. Julia, peut-être par rapport à ça? Oui, non, je suis d'accord. Juste pour compléter aussi, il y a bien sûr l'intitulé du master, mais après, est-ce que les employeurs savent toujours ce que c'est exactement? Donc, c'est aussi à nous d'expliquer ce qu'on a fait, quel est le contenu, le déroulement du master. Voilà, c'est ça qui compte aussi, comme on peut mettre en avant là. Et ça, c'est effectivement quelque chose d'intéressant que tu pointais déjà tout à l'heure, se mettre à la place de l'employeur, parce qu'il y a certains employeurs qui ne connaissent pas ces parcours. Le recrutement se fait parfois par les RH, parfois directement par les personnes du service, mais qui n'ont pas toujours la compétence pointue ou qui ont quitté les bancs de l'université il y a quelque temps et donc ne sont plus forcément à jour sur les derniers intitulés qui rivalisent d'ingéniosité pour être originaux, mais pas toujours très clairs, malheureusement. Donc ça peut être intéressant de préciser si vous avez fait par exemple un mémoire sur un sujet en particulier ou suivi un cours particulièrement pointu, comme par hasard, sur le domaine dans lequel vous allez postuler. Ça peut être intéressant. Oui. D'autres choses par rapport à ça? N'hésitez pas à continuer à poser vos questions. Alors, Élise, je vous laisse peut-être poser la question en live, si ça vous convient. Oui, vous m'entendez? Oui, c'est bon. Alors, je me présente rapidement. Je suis en fait diplômée depuis l'an dernier en traduction et j'aurais aimé poser cette question directement à Julia. Et si vous pouviez me revenir sur vos débuts, comment ça s'est passé pour vous au moment où vous vous êtes installée en indépendante et en particulier en ce qui concerne la prospection? Donc, trouver des clients, notamment en interprétation, mais aussi en traduction. Est-ce que vous aviez déjà, en sortant des études, vous aviez déjà un réseau sur lequel vous appuyez ou comment est-ce que ça s'est passé en fait pour vous? Tout à fait, oui, c'est une bonne question en ce qui concerne la prospection. Alors, j'avais de la chance à l'université de Germersheim. On avait des enseignants qui nous ont un peu aidés pour faire une transition douce vers la pratique, donc qui nous ont des fois emmenés pour des missions. Et on a pu commencer à constituer un réseau. Donc, c'est vraiment le maître mot, c'est le réseau. Après, quand on est un peu lâché dans la nature, c'est vrai, on se sent un peu seul. On est devant son ordinateur et on ne sait pas trop où commencer.
Et oui, les premiers pas, les premiers mois sont vraiment difficiles. Donc, quand on a un réseau, on essaye de s'appuyer dessus. Je l'avais dit tout à l'heure, donc on travaille toujours à deux. Donc, c'est toujours une petite équipe et petit à petit, on élargit ce réseau. Ce qui peut aider aussi, c'est les associations professionnelles. Donc, pour les interprètes, il y a l'AIC. Donc, il y a aussi un système de mentorat auquel on peut faire appel. Donc, être avec une personne plus expérimentée qui vous explique, qui vous guide, qui vous emmène aussi. En France, il y a la SFT, je crois, la Société française des traducteurs. En Allemagne, il y a le BDU. Donc, il y a différentes associations professionnelles auxquelles on peut aussi faire appel justement pour faire les premiers pas dans la profession. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui, tout à fait, vous avez répondu. Merci beaucoup pour votre retour d'expérience. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, je n'ai pas le nez sur le Facebook Live, mais ça vous laisse le temps pour vous manifester. Oui, bonsoir. J'aurais une petite question aussi pour Julia. En fait, moi, je suis traductrice indépendante depuis 2 ans à peu près. Et là, j'aimerais bien un petit peu voilà, étoffer mon réseau et puis peut-être aussi commencer de l'interprétation. Puisque c'est un peu plus large. Et puis effectivement, j'en ai un peu assez d'être toute seule devant mon ordinateur toute la journée. C'est pas toujours sympa. Donc, je voulais savoir si vous auriez des conseils pour se lancer en interprétation, sachant que, bon, pour l'instant, j'ai surtout de l'expérience en traduction. J'ai un master en traduction, mais j'ai très peu d'expérience en interprétation. D'accord. Vous travaillez avec quelle langue? L'anglais, le français, l'espagnol. La plupart du temps, je fais anglais vers français. D'accord, ok. Est-ce que déjà au niveau de la traduction, donc vous avez déjà quelques clients, est-ce qu'il y a peut-être moyen de voir s'il y a un besoin d'interprétation? Donc, quand vous avez des clients où vous faites par exemple des comptes rendus de réunions, etc., est-ce que c'est des fois nécessaire de traduire aussi une réunion à l'oral? Donc, vous pouvez déjà vous appuyer sur les clients que vous avez. Ça, c'est peut-être une possibilité. Et après, vous pouvez voir un peu autour de vous. Alors, pour l'anglais et l'espagnol, ouais, je suis en train de réfléchir. Peut-être une question, Audrey. Vous êtes dans quelle région? Parce que vous n'êtes pas forcément sur Strasbourg. Moi, je suis à Strasbourg. D'accord. Effectivement, oui. Et bon, après, j'ai des clients, enfin, j'ai un gros client qui est basé au Québec, donc là, c'est un peu plus compliqué pour l'interprétation. Par contre, j'ai aussi un client sur Strasbourg, donc c'est vrai que ça pourrait être une bonne piste, ouais. Oui, déjà, élargir les pistes que vous avez. Sinon, regardez tout simplement aussi les domaines qui vous intéressent. Est-ce que vous êtes déjà un peu spécialisé ou pas du tout? Un petit peu, je fais du marketing principalement. Donc, oui, des lettres aussi, une entreprise à ses employés, voilà, ce genre de choses, des lettres de motivation, des CV, voilà. D'accord, oui. Pour le marketing, je ne sais pas s'il y a vraiment besoin d'interprétariat. Ouais. Alors, moi, je travaille par exemple beaucoup dans le domaine des énergies renouvelables. Donc, c'est un domaine qui est en plein essor. Et là, c'est relativement facile de contacter les entreprises, par exemple dans le domaine de la photovoltaïque, la géothermie, et de proposer mes services. Donc, si de votre côté, vous pouviez voir la même chose, hein, est-ce qu'il y a des entreprises qui se développent, des domaines qui se développent particulièrement, peut-être les contacter. D'accord, ok, super, merci beaucoup. Peut-être un élément aussi, et Julia, tu pourras nous dire si c'est pertinent ou pas ce que je raconte, mais les projets européens sont souvent aussi des vrais, enfin réellement en demande de traduction. Alors c'est vrai qu'au niveau du Rhin supérieur, ce sera plutôt du français vers l'allemand ou inversement, mais est-ce que ça peut être intéressant en termes de prospection d'aller voir les acteurs de la coopération franco-espagnole, par exemple? Oui, tout à fait. Donc, il y a le grand programme européen qui est Interreg. Hein. Donc, je travaille pour pas mal de projets qui font partie du programme Interreg, mais ça doit exister aussi. En fait, ça concerne toutes les zones frontalières de l'Europe. Donc, entre la France et l'Espagne, notamment, il doit y aussi avoir des projets. Donc, oui, tout à fait, c'est une bonne piste. Et dans ce cas-là, ça peut être intéressant de les démarcher directement, parce que très souvent, dans le cadre d'Interreg, on passe par des devis comparatifs. On est censé prendre le moins cher dans la procédure normale.
Donc, ça peut être intéressant d'être dans la boucle des mails à chaque fois qu'il y a une demande de traduction, de recevoir la demande de prestation et d'y répondre assez rapidement. Et pourquoi pas peut-être faire une offre commerciale un petit peu plus avantageuse la première fois pour faire partie de la shortlist. Ok, super, j'étais pas au courant de ça, donc ouais, super. Merci beaucoup pour le conseil. Il y a un Eurodistrict normalement, une Euregio en tout cas du côté du Pays Basque. Et il doit y en avoir aussi de l'autre côté, du côté catalan également. Alors, vous avez toujours la possibilité de poser vos questions, mais j'aimerais peut-être creuser un point dont tu parlais, Julia. C'était par rapport à la constitution du réseau, quelque chose auquel on ne pense pas forcément lorsqu'on est étudiant. Alors, il y en a qui y pensent, je ne me fais pas de soucis pour eux. Mais l'intérêt du réseau et finalement comment doser cette partie, cette construction du réseau, comment réussir à trouver les arènes qui sont intéressantes, entretenir ce réseau. Je suis sûr que du côté de Jocelyn, il y a aussi des bons conseils à aller chercher. Mais comment on arrive à faire fructifier ce réseau et à se rendre intéressant aussi pour ce réseau. Est-ce qu'un de vous deux souhaite se lancer sur cette question? Oui, sur le réseau, évidemment, j'ai déjà parlé du fait notamment d'intégrer le secteur associatif qui peut être intéressant pour rencontrer plein de personnes. Après, je pense qu'il y a aussi souvent des réseaux d'alumni, de formation qui peuvent être intéressants aussi. Après, je pense qu'il ne faut pas non plus il faut parfois aussi oser contacter directement les personnes, même si on ne les connaît pas forcément. Et justement, envoyer simplement un mail avec une question ou proposer juste de parler brièvement sur un format de, je sais pas, 15 minutes. On n'a pas grand-chose à perdre sur ce genre de choses si on le demande poliment. Et il ne faut pas forcément non plus avoir trop peur du fait de ne pas avoir de réseau pour ne pas contacter les personnes. Ça, je pense que c'est un point important. Et peut-être sur l'utilisation de LinkedIn ou ce type de réseaux sociaux professionnels, comment est-ce qu'on peut l'utiliser judicieusement? Je pense justement que ça peut être un moyen de contacter les personnes. Justement, si c'est une question plutôt d'ordre professionnel, c'est peut-être plus adapté de contacter la personne sur LinkedIn plutôt que sur Facebook ou Twitter, où les gens n'ont pas forcément un usage très professionnel de ces outils-là. Après, je pense que oui, LinkedIn peut être aussi intéressant si on veut essayer de montrer qu'on a un certain nombre d'activités, de publier un flux de nouvelles en plus, d'avoir un CV à jour et complètement, enfin, bien exhaustif dans une ou plusieurs langues sur LinkedIn, mais qui peut être intéressant aussi à mettre en avant, du fait d'avoir un compte LinkedIn très exhaustif. Ça peut être intéressant pour enrichir le CV qui, lui, doit souvent plus être une sélection un peu plus précise de choses plus adaptées pour l'offre auquel on candidate. Et peut-être aussi pour compléter, donc on peut aussi citer les associations professionnelles, donc qui ont aussi des réseaux et qui proposent souvent aussi des formations. Donc ça peut être intéressant de rentrer en contact avec eux aussi. Bon, pas maintenant en temps de crise, mais normalement, elles organisent aussi des rencontres régulières. Donc c'est des rencontres physiques où on peut échanger avec des collègues, on peut partager les soucis, voilà, les problèmes. Et après, ça peut être très utile aussi. Et comme dit, il y a aussi des formations continues qui sont proposées, donc on peut se perfectionner, on peut travailler aussi dans d'autres domaines. Peut-être aussi quelque chose qui est intéressant pour le réseau, c'est quelque chose auquel on ne pense pas assez, mais de le prévenir au moment où on est en recherche de stage, alors si possible en amont, mais tout simplement que ces personnes-là pensent à vous au moment où elles voient passer une offre. Parce que très souvent, il y a ce qu'on appelle le marché caché, c'est-à-dire que ces offres-là ne vont pas être diffusées ou vont être diffusées uniquement auprès des personnes qui travaillent déjà dans ces institutions ou autour de ces institutions. Et c'est là que ça peut être intéressant qu'on pense à vous. Au moment où on voit passer tel mot-clé, on se dit ça pourrait l'intéresser. D'accord. Est-ce qu'il y aurait peut-être une dernière question pour clôturer cette soirée? Ah, alors, je suis exaucé. Alors, Alice, est-ce que vous souhaitez poser votre question directement?
Oui, d'accord. Donc, Jocelyn, il me semble que vous avez mentionné avoir fait des études au Collège de l'Europe. Du coup, je vais lire ma question. Alors, vous l'avez intégré sur concours ou sur dossier, ou peut-être les deux, sur entretien aussi oral, donc ce qui ferait partie du concours. Et est-ce que on doit l'intégrer, on va dire, obligatoirement après un certain nombre d'années d'études? Et quel type d'étudiants ou de professionnels carrément ils recherchent majoritairement, s'il vous plaît? Alors, il n'y a pas de concours proprement dit, c'est une sélection sur dossier qui se fait d'abord par l'envoi d'un dossier avec une lettre de motivation et un CV. Et ensuite, il y a une étape d'entretien. Et à l'issue de ces entretiens, il y a la sélection finale qui se fait. Je dirais que la majorité des étudiants qui sont sélectionnés ont déjà un master. Il y a peut-être quelques rares exemples de personnes qui n'ont qu'un master 1 ou voire seulement une licence, mais c'est peut-être plus dans le monde anglo-saxon notamment. Après, les profils peuvent être assez diverses. On a aussi parfois des gens qui ont déjà plusieurs années d'expérience professionnelle et qui font le Collège d'Europe en début de carrière pour compléter un petit peu. Mais donc, je dirais qu'à l'issue peut-être d'un Master 1, ça peut être intéressant déjà de tester, mais peut-être plutôt en Master 2. Sur les études précédentes, voilà, disons, c'est plutôt centré déjà, avoir déjà quand même un certain background sur les questions européennes peut être intéressant. Après, je pense peut-être aussi avoir montré un intérêt pour les questions européennes sans forcément avoir fait d'études spécifiquement sur les questions européennes, par exemple via une mobilité internationale ou via une crédibilité sur le fait de parler plusieurs langues, etc. Ça peut être intéressant aussi. Donc, il y a aussi notamment à Bruges un mois, en fait, non, ou 2 semaines peut-être, de cours d'introduction qui sont proposés à certaines personnes qui n'ont pas toutes les clés déjà sur les questions européennes, qui peuvent permettre de compléter un petit peu avant de commencer le master. Donc je pense que justement ça, le fait que ce genre de choses existent, montre qu'ils peuvent accepter des personnes qui ne soient pas totalement déjà dans le moule affaires européennes. Donc, et est-ce que c'est élitiste, s'il vous plaît? Ça peut vous donner un petit peu d'espoir. Quand j'ai candidaté pour le Collège d'Europe, j'avais un niveau B2 un peu poussif en anglais, j'avais pas fait d'Erasmus et j'avais pas de stage lié aux affaires européennes. Donc, après, j'avais potassé pour être au point sur l'entretien et j'avais des expériences plutôt associatives. Et j'avais quand même bossé mon anglais, mais je dirais que c'est pas forcément élitiste. Il y a un niveau de sélection, mais ça m'a pas paru très élitiste. Après, je pense que si on a justement fait des expériences de mobilité, si on a aussi déjà certaines expériences professionnelles et qu'on est capable de réfléchir un peu sur les questions européennes, je pense que ça multiplie les chances. Mais je dirais pas que c'est élitiste. Alors après, évidemment, il y a la question financière qui peut rendre les choses un peu plus élitistes. Et notamment la France, il y a le ministère français des Affaires étrangères n'est pas le plus généreux pour donner des bourses. Donc ça peut rendre les études au Collège d'Europe assez onéreuses. Maintenant, il y a aussi des possibilités de prêts assez avantageuses. Et bon, les perspectives de carrière à moyen terme sont assez bonnes, donc ça peut permettre de rembourser sans trop de difficultés. Mais après, il y a aussi pas mal de possibilités de bourses au-delà de la bourse du ministère, donc qui peuvent être intéressantes à tester sur d'autres choses. Donc, d'accord. Et alors, une dernière question, ensuite je vais arrêter parce que je parle beaucoup. Mais est-ce que vous pensez... Alors, en 3e année, j'aurai la possibilité, si je suis dans les meilleurs, mais j'y crois, de partir à l'étranger, donc de faire ma 3e année, donc pas... Parce que je suis sur Toulouse, donc pas sur Toulouse, pas en France, mais à l'étranger. Donc, du coup, il y a des partenariats Erasmus et il y a des partenariats hors Erasmus. Est-ce que vous pensez que... Du coup, si je m'oriente sur les questions européennes, voire l'ONU, est-ce que vous pensez que si je choisis, par exemple, une université qui est en partenariat Erasmus, ça va plus être considéré qu'une université, par exemple, qui est en Chine?
qui du coup n'est pas Moi, récent. je pense pas du tout. Après, sur le Collège d'Europe, il y a aussi un des masters qui est plus centré sur la dimension relations internationales et sur les relations extérieures de l'Union européenne. Et donc, le fait typiquement d'avoir aussi étudié dans un pays tiers au-delà de l'Europe peut aussi être très valorisant. Donc, je pense qu'en général, c'est pas du tout un problème. Mais du coup, voilà. Pardon, pour compléter peut-être, il me semble que par exemple, pour postuler à la Commission européenne, il faut maîtriser 2 ou 3 langues de l'Union européenne. Donc, je rebondis sur le fait qu'il n'y a pas tant de faire l'année d'études à l'intérieur de l'Union européenne, mais peut-être faire attention à la langue. Peut-être voilà, le mandarin, c'est très bien, mais je crois que la Commission européenne ne va pas le prendre en compte. Ou alors, ça va être un plus, mais ça ne va pas rentrer dans les 3 langues que vous devez parler. Donc, juste peut-être faire attention à ça, de pouvoir à côté que le fait de partir d'un pays qui est une langue qui ne soit pas européenne, on va dire, ne vous pénalise pas ensuite parce que vous n'aurez pas appris une 3e langue européenne. Je ne sais pas si mon explication est claire. Oui, très bien, merci. Alors, je pense qu'on a globalement répondu à toutes les questions ce soir. Puisque nous avons terminé sur le Collège d'Europe, je me permets aussi de vous partager un lien que nous mettrons également sur le Facebook Live qui fait la pub des petits camarades des jeunes Européens Europe qui ont réalisé justement une conférence avec Madame Mogherini sur le Collège d'Europe et les différentes manières d'y rentrer. Il y a assez régulièrement des conférences de ce type qui sont organisées, donc je vous invite vraiment à échanger avec les étudiants qui sont présents à ces conférences. Écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là pour ce soir. Un grand merci en tout cas, évidemment, à vous tous d'avoir posé ces questions. C'était extrêmement enrichissant. Merci beaucoup aussi à nos intervenants qui se sont rendus disponibles pour y répondre. Merci à eux pour leur disponibilité et leur gentillesse. Donc, cette conférence était organisée en partenariat entre l'Université de Strasbourg et les Jeunes Européens, Strasbourg également. Donc, les Jeunes Européens, juste en 2 mots, c'est une association qui vise à rapprocher l'Europe des citoyens et les citoyens de l'Europe. Donc, pour ça, on organise des conférences, en ce moment des webinaires comme ce soir, mais aussi des événements internationaux, de rencontres, des interventions pédagogiques pour aller expliquer ce qu'est l'Europe dans les classes de la primaire jusqu'à la terminale, ainsi que tout un tas d'activités. Donc vraiment, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux pour voir nos actualités. Ne vous en faites pas si vous n'êtes pas sur Strasbourg, il y a aussi des groupes locaux un petit peu partout. Voilà, un grand merci en tout cas à vous et je rappelle notre 3e et dernière session de ce cycle de conférences qui sera le 25 mars. Et donc là, nous nous intéresserons réellement à l'intérieur des institutions européennes et comment comment intégrer ces institutions en tant que jeune diplômé ou pourquoi pas un petit peu plus tard. Voilà. Un grand merci encore à vous. Merci à mes camarades aussi qui ont co-animé et co-organisé cette conférence. Merci Chloé. Un petit mot pour la fin? Non, juste du coup vous remercier pour les nombreuses questions qui ont, je pense, du coup bien balayé les 2 profils. Je ne sais pas comment dire ça, mais balayer les 2 profils qui étaient présentés aujourd'hui. Merci beaucoup Julia et Jocelyn pour vos réponses qui étaient très complètes, très concrètes et vraiment d'avoir pris le temps vraiment d'échanger avec du coup les étudiants et jeunes professionnels qui étaient dans le public. Juste pour rebondir sur une question qui a été posée au tout début, de comment voir les replays, puisque effectivement, là, c'est donc la 2e conférence d'un cycle de 3 conférences. Comme Clément vous l'a indiqué, il y en aura une 3e au mois de mars. Et donc, il y en a eu une précédemment au mois de novembre. Et on avait aussi fait une conférence isolée hors du cycle, on va dire, au mois de juin. Et donc, vous pouvez les retrouver sur la page des Jeunes Européens si vous êtes intéressé pour voir du coup d'autres métiers. Notamment, on avait au mois de juin une assistante parlementaire qui est un métier souvent, le métier auquel on pense en premier, on va dire, lorsqu'on réfléchit aux institutions européennes. Donc voilà, juste vous rappeler que j'ai mis également dans le chat le lien vers la page des Jeunes Européens. Donc n'hésitez pas à aller voir pour voir ce qu'on fait, éventuellement pour adhérer. Et également, sur notre page Facebook, les différents replays. Et merci beaucoup, bonne soirée. Ce sera le mot de la fin. Bonne soirée à tous.